Bonjour à tous, je vous présente Brian Nguyen qui s'est illustré en novembre 2022 en gagnant un concours intermédiaire s'inscrivant dans le parcours menant à Miss America. Je vous présente également Ricky Cole qui a gagné le 8 juillet dernier le concours de Miss Pays-Bas. Brian Nguyen et Ricky Cole ont la particularité d'être nés hommes, ils sont ce que l'on appelle des femmes transgenres. Quelle que soit son opinion, ces deux victoires ont introduit une rupture dans les concours de beauté et cette rupture sur le fond interpelle et questionne et pourtant force est de constater que les réactions ont été quasiment inexistantes, ce qui en réalité n'est pas surprenant. Alors, petite précision avant de commencer, non, je ne fais pas de fixette sur Brian Nguyen et Ricky Cole et je ne cherche pas à les stigmatiser. Si j'ai choisi ces deux exemples pour introduire cette vidéo, c'est juste pour illustrer le fait qu'aujourd'hui, la parole est contrainte. Alors oui, on va nous dire que la liberté d'expression existe et cela n'est pas faux bien évidemment, mais néanmoins, à quoi s'exposent réellement ceux qui osent dire aujourd'hui des choses qu'il n'est pas de bon ton de dire. Et d'ailleurs, quelle est cette tonalité à laquelle je fais référence et d'où vient-elle? Pensez-vous justement qu'il est de bon ton aujourd'hui d'exprimer une critique, quelle qu'elle soit, à l'encontre des groupes dits minoritaires? D'ailleurs, critiquer publiquement la victoire de Brian Nguyen ou de Ricky Cole, c'est forcément accepter, quoi qu'il en soit, d'être taxé de transphobe, voire de raciste ou de grossophobe. Tout le monde en est conscient et il faut bien le reconnaître, c'est un petit peu dissuasif quand même. Difficile d'échapper à une censure qui ne dit pas son nom et qui devient de plus en plus forte. Comprendre les mécanismes qui ont contribué et qui contribuent à inhiber la parole est l'objectif de cette vidéo dans laquelle j'explique entre autres le politiquement correct et la cancel culture, les armes du wokisme. Mais tout d'abord, avant les explications, merci et merci encore de vous abonner à cette chaîne car plus il y a d'abonnés à une chaîne YouTube et plus les vidéos circulent. Votre abonnement qui est gratuit, je le rappelle, est la marque de votre soutien, mais c'est aussi une manière pour vous de contribuer activement à l'objectif que je me suis fixé, informer le plus grand nombre. Allez, c'est parti avec le politiquement correct. Et oui, comme le wokisme, le politiquement correct nous vient des États-Unis. Il a pris naissance dans les années 60 dans la foulée des mouvements contestataires. À l'origine, l'intention est louable car il s'agit de ne pas heurter des groupes de personnes. Et c'est à partir des années 80-90 que ce politiquement correct a commencé à envahir notre vocabulaire avec par exemple l'emploi de pays en voie de développement à la place de pays sous-développés, personnes à mobilité réduite à la place d'handicapés, malvoyants à la place d'aveugles, sans domicile fixe à la place de clochards, etc. Et puis progressivement, le politiquement correct a cherché à masquer des réalités qui dérangent et qui font peur et à éviter les sujets qui fâchent. Comme le dit la linguiste Françoise Nord, il s'est installé peu à peu dans nos conversations et nos écrits une sorte de lexique aseptisé visant à ne pas froisser, on vient de le voir, mais visant aussi à embellir. Quelques exemples. Les immigrés illégaux sont devenus les sans-papiers, les délinquants sont devenus les jeunes, les cités sont devenues les quartiers, les bombardements sont devenus les frappes aériennes, les morts sont devenus les victimes, etc. Le politiquement correct nous a conduit à ne plus utiliser certains mots et nous a habitués à ne plus appeler un chat au risque de nourrir la langue de bois et de donner l'impression à l'opinion publique d'être manipulée, car qu'on le veuille ou non, les réalités existent malgré le maquillage et les fioritures. On a beau parler de plans de sauvegarde de l'emploi, voire de modernisation, il n'empêche que ce sont bien des salariés qui sont foutus dehors. On a beau parler de dommages collatéraux, il n'empêche que ce sont bien des personnes âgées, des femmes et des enfants qui sont tués par ces mêmes frappes aériennes. La machine du politiquement correct ne s'arrête jamais, la révision du vocabulaire est permanente. Le mot sexe est progressivement remplacé par le mot genre. Il est fort probable que prochainement les pronoms il et elle soient supprimés au profit du yel et que les mots papa et maman soient remplacés par parent 1 et parent 2. Et même les rats
pour éviter les connotations péjoratives, sont dorénavant appelés les surmulots. Exemple parmi tant d'autres. Politiquement correct dont il ne faut pas sous-estimer l'importance, car comme l'a montré George Orwell dans son livre 1984, qui contrôle le pouvoir de définir les mots, contrôle aussi les esprits. Mais le politiquement correct n'est pas le fruit du hasard, il s'inscrit dans un ensemble d'idées, de pensées, de croyances, bref, il s'inscrit dans une idéologie. Et comme toute idéologie, elle oriente l'action individuelle et collective. Non, je ne parle pas de socialisme, de marxisme et encore moins d'anarchisme. Je parle de l'idéologie qui s'est imposée à nos sociétés occidentales, très marquée par l'économie dans un premier temps et qui s'est élargie au fil du temps aux questions sociales et sociétales. Une idéologie qui a bien souvent la prétention d'être universelle, c'est-à-dire qui est censée s'imposer de fait, elle est si formidable, à l'ensemble des peuples et des nations. Une idéologie que l'on doit aux grandes institutions internationales, comme par exemple le FMI, la Banque mondiale, la Banque européenne, le Forum économique mondial, l'OCDE, les instances ou émanations de l'ONU, dont le Conseil économique et social et la Cour internationale de justice, sans oublier le GIEC, les instances européennes, dont la Cour européenne des droits de l'homme et la Commission européenne, et que l'on doit aussi aux élites qui sont, comme le dit le sociologue Michel Maffiezzoli, ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire, hommes politiques, hommes d'affaires, intellectuels, etc. Et par leur influence, leur autorité instituée, très important l'autorité, j'y reviendrai, mais aussi par leur financement, enrôlent au service de leurs idées à travers toute la planète des centres de recherche, des fondations, des universités, des grandes écoles, lesquelles, à leur tour, répandent la bonne parole. Bonne parole reprise à tour de bras par les grands médias de masse, d'autres hommes politiques, d'autres hommes d'affaires, d'autres intellectuels, etc. Et c'est comme ça que s'est créée une idéologie qui s'est imposée au plus grand nombre. Je parle de ce que certains qualifient de pensée unique, d'autres de pensée dominante, voire de doxa. Pour ma part, je préfère parler de pensée dominante, car non, la pensée n'est pas unique, elle est plurielle, sauf que dans les faits, il n'y en a qu'une qui s'impose, il n'y en a qu'une qui est véritablement autorisée par une sorte de police de la pensée, invisible, mais néanmoins omniprésente. Et à force d'entendre les mêmes messages à longueur de journée, et cela depuis des décennies, on a forcément l'impression que ce sont des vérités absolues sur lesquelles il n'y a pas lieu de s'interroger sur leur légitimité, car dans nos sociétés médiatiques, comme le dit Ignacio Ramonet, qui est entre autres l'ancien directeur du Monde diplomatique, répétition vaut démonstration. Oui, la pensée dominante forge les opinions au détriment du libre arbitre. Alors sans vouloir être exhaustif, voici les grandes orientations et idées dont la pensée dominante fait la promotion. Le libéralisme économique avec le toujours moins d'État, la déréglementation, les privatisations, la loi du marché, le libre-échange, la mondialisation, la construction européenne, l'immigration, les droits de l'homme et plus récemment l'écologie avec la montée entre autres des idées antispécistes, d'où les surmulots, le progressisme, le multiculturalisme, l'inclusivité, la diversité ethnique, de genre, d'orientation sexuelle, etc. Dans les faits, la pensée dominante étouffe tout raisonnement rebelle et essaie de disqualifier tous ceux qui s'aventureraient dans cette direction, et cela ne date pas d'aujourd'hui. Tenez par exemple, à propos de la politique économique néolibérale des années 80, période durant laquelle cette pensée dominante a commencé à prendre de la consistance, Margaret Thatcher disait « There is no alternative » et Alain Minck parlait du cercle de la raison dont nul ne pouvait sortir sans être un irresponsable. La pensée dominante exerce une censure qui ne dit pas son nom et cette censure est consubstantielle à la pensée dominante quelle qu'elle soit, c'est-à-dire qu'elle est indissociable. Elle s'exerce, vous l'aurez compris, par le biais du politiquement correct, jouant lui-même avec ce que l'on appelle la diabolisation. La diabolisation est une méthode consistant à donner une forte connotation négative à une idée, à une théorie, à un individu, à un groupe, à un mouvement, etc.,
de sorte que sa seule évocation suscite une réaction immédiate de rejet, voire de dégoût. Et le plus court chemin menant à la diabolisation, c'est l'assimilation au racisme et au fascisme. Ennemi public numéro 1, viennent ensuite la xénophobie, l'homophobie, l'islamophobie, etc. La complexité des choses est effacée au profit d'une vision binaire, manichéenne, avec d'un côté le clan du bien, de l'autre côté le clan du mal, en usant d'un simplisme qui joue volontairement sur les peurs, les sentiments, les émotions et la morale. Et comme le dit la philosophe Bérénice Levé, le simplisme est une arme de séduction massive. La diabolisation est d'une efficacité redoutable car personne n'a franchement envie de se faire taxer de raciste, de fasciste, d'être associé au clan du mal, voire même d'être accusé de faire le jeu du clan du mal. On comprend mieux pourquoi la parole est contrainte, d'autant plus qu'il ne faut pas sous-estimer deux grandes caractéristiques de la psychologie humaine, l'obéissance à l'autorité et le conformisme. Caractéristiques démontrées par de nombreuses études, dont celle des psychologues Stanley Milgram et Salomon Asch, particulièrement éloquentes. Stanley Milgram, dans les années 60 aux États-Unis, a étudié le processus de soumission à l'autorité avec une expérience où il était demandé de manière directive à des personnes jouant les cobayes d'administrer des décharges électriques à un individu complice et acteur dès lors que celui-ci se trompait dans l'exercice qui lui était demandé. Les décharges électriques étaient bidons, elles étaient fictives, mais les personnes jouant les cobayes ne le savaient pas. Eh bien, les résultats de cette expérience ont montré que 65% des cobayes ont joué les bons soldats. Dit autrement, l'être humain préfère torturer au risque de tuer plutôt que de désobéir. Conclusion de Milgram, toujours d'actualité, car elles ont été confirmées par des études plus récentes et moins polémiques. Alors, résultat expliqué entre autres par le confort de l'obéissance par rapport à la résistance, le conditionnement à l'obéissance depuis l'enfance et le conformisme. Et là, j'en viens à Salomon Asch. Salomon Asch, dans les années 50 aux États-Unis, a démontré le pouvoir du conformisme sur les décisions d'un individu au sein d'un groupe sur la base d'un prétendu test de vision où il était demandé aux participants, à partir de la présentation de différentes lignes, de désigner laquelle était la plus courte, laquelle était la plus longue, lesquelles étaient de même longueur, etc. Le principe était le même pour tous les groupes contribuant à cette expérience. Tous les participants étaient complices avec l'expérimentateur, sauf un, le sujet. Tout le monde était assis dans la même pièce. Les complices répondaient systématiquement au premier aux questions posées, le sujet en dernier, et à certaines questions, les complices donnaient tous avec assurance la même mauvaise réponse. Eh bien, l'expérience a montré que 36,8% des sujets finissaient par se conformer systématiquement aux mauvaises réponses soutenues par le groupe et que 75% des sujets se conformaient au moins une fois, jusqu'à se conformer parfois à des trucs énormes. Quels que soient les sujets, les rebelles se font rares et pour cause. Mais fort heureusement, il y en a. Alors pour cela, ceux qui n'ont pas bien compris, les mauvais élèves de la classe, et là j'en reviens spécifiquement au wokisme, les woke ont mis en place une méthode plus radicale, plus dissuasive, plus musclée et qui rappelle celles utilisées par les régimes totalitaires, comme par exemple le fascisme. Terrible paradoxe pour des gens qui passent leur temps à qualifier leurs adversaires de fascistes. Il s'agit de la cancel culture, la culture du bannissement ou de l'annulation en français, qui vise à faire taire toute personne qui ne pense pas comme eux et plus largement à faire disparaître de l'espace public tout signe qui représente à leurs yeux une provocation, une offense, voire une insulte. Le pouvoir d'intimidation est fort et beaucoup finissent par céder. Quelques exemples. C'est le célèbre roman d'Agatha Christie, 10 petits nègres rebaptisés Ils étaient 10. C'est le film aux 10 Oscars, Autant on emporte le vent,
retiré du catalogue de la plateforme de streaming HBO Max au motif que ce film présente des préjugés racistes. C'est la conférence sur la GPA de Sylviana Kaczynski qui devait se tenir à Bordeaux et qui a dû être annulée suite aux menaces reçues. C'est Disney+ qui choisit de supprimer de son catalogue pour enfants des dessins animés cultes car des scènes sont jugées offensantes, racistes et stéréotypées. C'est François Hollande contraint d'annuler sa conférence à Lille sur la crise de la démocratie après de violentes manifestations. C'est la romancière J. Caroline qui a reçu des menaces de mort pour avoir tenu des propos jugés transphobes. Elle avait dit que les menstruations sont le propre des femmes et excluant donc de fait les femmes transgenres de cette catégorie. On déboulonne, on détruit des statues parce que les personnages mis sur un piédestal ont un lien avec le colonialisme, le racisme, l'esclavage, le massacre des populations autochtones, etc. Et tout récemment, c'est un colloque sur la transidentité à l'université Panthéon-Assas qui a été interrompu par une action militante. Les intervenants ont eu le droit, entre autres, à des jets de peinture. C'est Éric Nolot, écarté du jury du Festival du film de Cabourg pour avoir accepté un entretien avec le journal Valeurs Actuelles. C'est le journal Causeur qui est attaqué au portefeuille car les annonceurs qui placent des publicités sur le site de ce journal font l'objet de campagnes d'intimidation, les motivant, si vous voyez ce que je veux dire, à se retirer. Jusqu'où cela va-t-il aller en ce qui concerne les attaques faites à notre patrimoine civilisationnel? Doit-on continuer à tailler dedans pour le rendre présentable aux yeux des woke? Car à ce petit jeu, en cherchant bien, en jugeant le passé avec la grille de lecture qui est la nôtre aujourd'hui, ça va faire mal. Il ne va plus rester grand monde. Exemple. Le cas de Jules Ferry, à qui l'on doit l'école publique, laïque, gratuite et obligatoire. Eh bien, Jules Ferry estimait qu'il était du devoir de la France de civiliser les races inférieures et donc de les coloniser. Déclaration terriblement raciste. Allez où on vire Jules Ferry de notre histoire. Le cas de Charles Baudelaire, l'un des plus grands poètes français, qui déclara entre autres, je cite, « J'ai toujours été étonné qu'on laissât les femmes entrer dans les églises. Quelles conversations peuvent-elles tenir avec Dieu ?» Déclaration terriblement misogyne, allez où on vire Charles Baudelaire de notre littérature. Gustave Le Bon, la référence en matière de psychologie des foules. Eh bien, Gustave Le Bon écrivait des choses terriblement misogynes et racistes. Exemple, je cite, tenez-vous bien. On remarquera que parmi les caractères spéciaux des foules, il en est plusieurs tels que l'incapacité de raisonner, l'absence de jugement et d'autres encore, que l'on observe également chez les êtres appartenant à des formes inférieures d'évolution, telles que la femme ou le sauvage. Allez où on vire Gustave Le Bon dans nos sciences sociales. Les philosophes des Lumières n'échappent pas non plus à cette opération de grand nettoyage, car ils auraient cautionné le colonialisme et l'esclavagisme. Allez où on vire Rousseau, Diderot, Voltaire, Montesquieu et d'autres de nos manuels de philosophie. Propos racistes, misogynes, inacceptables aujourd'hui, sans aucun doute, mais qu'en était-il au XVIIIe et au XIXe siècle, dans le contexte qui était le leur? Tout cela n'a pas de sens. Avec le politiquement correct, la diabolisation et la cancel culture, la parole devient de moins en moins libre. Il s'est installé, comme le dit Michel Maffezoli, un conformisme de base. Ce ne sont pas nos idées que nous exprimons, ce sont celles qu'il faut dire, ce sont celles qu'il convient de dire. Comprendre les mécanismes qui se sont mis en place pour aboutir à cette censure qui ne dit pas son nom permet à minima de ne plus être dupe. Avec la cancel culture, le wokisme use d'une violence dont nul ne connaît les limites, et j'insiste particulièrement sur ce point, jusqu'où cette violence peut-elle aller? Libérer la parole devient une nécessité absolue, car derrière cela se joue l'avenir de la liberté d'expression, du débat d'idées, du libre arbitre et de notre système démocratique, car la menace, c'est de voir se mettre en place un régime totalitaire. Avant de vous quitter, pensez à vous abonner à cette chaîne. Merci d'avance. Je vous souhaite de passer un très bel été et je vous dis à bientôt.